Bonsoir à toutes et à tous, pardon. Ça commence bien. Donc j'ai le plaisir d'ouvrir cette table ronde sur le thème donc, de la médiation culturelle à l'ère du numérique. Avec moi, j'ai Marion Coville. Marion Coville, qui est donc sociologue, auteur d'une thèse sur le jeu vidéo dans les musées, et qui est présidente de l'OMNSH, l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Enfin, donc Sébastien Magro, qui est adjoint au responsable du service du développement numérique du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Voilà, donc je vais vous demander dans un premier temps peut-être de présenter vos travaux respectifs, notamment Marion, si tu peux un peu nous parler de ton travail sur les jeux vidéo dans le contexte de tes recherches qui est certes un peu plus large. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous parler un peu de mes recherches, en fait, moi je m'intéresse plus généralement à ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière les médiations techniques, notamment en fait les interactions entre les humains, les technologies, le rôle des technologies dans les interactions entre les personnes. Et je vais notamment étudier la manière dont ces technologies elles sont conçues et la manière dont on les utilise et le sens qu'on leur donne. Et du coup, ce qui va m'intéresser aussi beaucoup, c'est le contexte dans lequel on va utiliser ces technologies, la matérialité de ces objets et notamment la place du corps des personnes dans ces interactions. Et donc c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressée aux jeux vidéo dans les musées, puisque au cours de la période 2000-2010, en fait, on remarque que le jeu vidéo, il va bénéficier d'une reconnaissance culturelle accrue. Il va être soutenu et reconnu comme un bien culturel par l'État et notamment par le ministère de la Culture. Il est l'objet de politiques publiques et aussi de politiques culturelles qui le soutiennent. Et surtout, c'est un objet qui commence à être exposé. Alors, il est exposé pour ses qualités esthétiques, il est exposé comme objet de patrimoine qui serait témoin d'une histoire, et il est aussi utilisé comme un outil de médiation. Donc, il peut être utilisé soit à l'intérieur des musées, notamment pour proposer des expériences collectives et fédératrices pendant les visites, et il peut être aussi utilisé en dehors des musées, notamment dans la conception de jeux d'enquête, par exemple, dans lesquels les collections des musées vont être au centre, et c'est finalement le fait de jouer au jeu qui va permettre la valorisation et la diffusion d'un patrimoine en dehors des murs du musée. Et puis en même temps, cette reconnaissance culturelle, elle est quand même très ambivalente. On peut citer par exemple la récente enquête de Jean-Michel Guy sur les représentations de la culture dans la population française, où on constate qu'on a une définition anthropologique de la culture qui est de plus en plus admise, mais en même temps, on a aussi 63% de la population qui estime que le jeu vidéo ne fait en aucun cas partie de la culture. Plus généralement, si on regarde dans les médias, dans la vie politique, le jeu vidéo va continuer d'être l'objet de panique morale. Il va être dénoncé comme étant abrutissant, sans intérêt, provoquant des accès de violence, provoquant une addiction. Et donc du coup, m'intéresser aux jeux vidéo, c'était aussi m'intéresser en fait à toutes les tensions qui traversaient l'émergence d'une nouvelle forme culturelle. En fait, ma question, c'était à quelles conditions le jeu vidéo peut-il obtenir sa place au musée, ou pour le formuler autrement, qu'est-ce que le musée fait au jeu vidéo lorsqu'il décide de le présenter dans une exposition. Et donc du coup, je me suis intéressée en particulier aux expositions de jeux vidéo françaises, dans lesquelles on va retrouver des jeux vidéo issus du commerce. Donc on va avoir en fait des objets qui ont été conçus pour un usage entre proches ou seul, dans un cadre domestique, généralement le salon, le bureau, et qui vont être déplacés, changés de contexte pour être adaptés au contexte de l'exposition.
L'exposition, c'est un espace public, c'est un espace qui va réunir des groupes de proches et des groupes d'inconnus, c'est un espace dans lequel on peut avoir 300 à 400 personnes en même temps, qui vont être réunies pour un temps d'entre 20 minutes et 1h30. Donc on peut faire l'hypothèse qu'on ne s'adonne pas aux jeux vidéo de la même manière chez soi et dans une exposition. Donc ma question en fait, que je me posais au début de mes recherches, c'était finalement quels changements de signification et d'usage vont subir les jeux vidéo quand ils passent tour à tour du salon familial aux espaces de conception d'une exposition, puis à l'exposition telle qu'elle est parcourue et utilisée par des publics. Et je me suis intéressée en fait à 3 moments de la trajectoire du jeu vidéo qui est intégré au musée. Le premier moment, c'est le moment où le jeu vidéo va être reconnu et valorisé comme un bien culturel par les institutions publiques. Le second moment, c'est celui du détournement de jeux vidéo pour la conception d'une exposition. Et le troisième, c'est l'appropriation d'une exposition et de ses objets ludiques par les publics. Et donc pour étudier ça, je me suis intéressée à une exposition de jeux vidéo en particulier dont je vous parlerai un peu plus tard, qui s'appelle Jeux vidéo l'Expo, qui a été conçue par un centre de sciences, et j'ai fait une enquête d'à peu près 1 an et demi là-bas. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant 1 an et demi ? Alors en fait, dans les études qui s'intéressent à l'exposition, généralement, en fait, on a des études qui vont s'intéresser à l'exposition en tant que produit fini. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'exposition telle qu'elle est présentée par les publics. On va s'intéresser au texte, à la manière dont les objets sont présentés, et on va s'intéresser au public de l'exposition. C'est des enquêtes et des études qui sont hyper importantes, mais qui ont un point aveugle, c'est la manière dont ces expositions sont conçues. Et moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était d'ouvrir cette boîte noire des expositions et d'aller voir en coulisses comment est-ce que ça se passait, tout simplement. Comment est-ce qu'une équipe muséographique, elle s'approprie la question du jeu vidéo. Comment est-ce qu'on a un personnel qui va coopérer pendant 1 an et demi autour de cette question, va travailler ensemble pour, à la fin, présenter un ensemble cohérent sur le jeu vidéo. Ensuite, il y avait la question des publics de l'exposition. Et en fait, il me semblait qu'on avait de plus en plus d'enquêtes dans les musées qui répondaient en fait à des questions très précises que l'institution se posait. Est-ce que tel objet ou tel dispositif est utilisé ? Est-ce que les publics comprennent ou utilisent tel objet ? Est-ce qu'ils apprennent quelque chose ? Et si oui, qu'est-ce qu'ils apprennent ? Il me semble que finalement, on avait une raréfaction, on va dire, des études un peu plus larges sur les significations et les usages qui émergeaient au cours de la visite du côté des publics, en dehors des usages prescrits ou attendus par les institutions. Donc c'est un peu avec ça en tête que je me suis intéressée au public de l'exposition. Donc en fait, pendant 10 mois, j'ai observé les publics. J'ai suivi des parcours complets de visite. J'ai observé des usages précis de dispositifs de médiation. Et à la fin de leur visite, en fait, je m'entretenais avec des groupes de visiteurs à la fin de leur visite sur les modalités de leur visite, sur leur motivation, sur leur pratique de jeu à domicile, etc., dans des entretiens collectifs. Et il y a une troisième chose en fait qui m'intéressait. En fait, une des choses qui me passionne aussi, c'est l'articulation entre genre et technologie. Donc que ce soit du côté de la conception de l'exposition ou du côté de la visite de l'exposition. En fait, j'ai essayé de comprendre comment se construisaient des rapports sociaux de genre en interaction avec les technologies. Et du coup, c'est-à-dire que je me suis intéressée en fait à la manière dont des rapports de genre vont se construire, se renforcer ou se négocier
dans l'organisation du travail muséographique, dans la conception des dispositifs de médiation, dans le choix des technologies, mais aussi tout au long de la visite de l'exposition et des pratiques qu'on peut observer à l'intérieur de l'exposition. Donc voilà un petit peu les 3 thèmes qui m'ont intéressée pendant la recherche et sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Merci beaucoup Marion. Alors je demanderai maintenant à Sébastien de nous présenter son travail. Donc Sébastien qui est, comme je l'ai dit, un professionnel de la médiation et qui travaille donc au musée du Quai Branly. Merci. Bien, bonsoir. Alors, vous voyez ici un aperçu en fait de ce qu'on appelle l'offre numérique du musée du Quai Branly. Vous voyez en fait une sorte de cartographie de l'ensemble des dispositifs qui sont proposés par le musée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la matière, je dirais, numérique au musée, elle est travaillée par différents services qui appartiennent à différentes directions. Donc, c'est pas uniquement centré sur le service auquel j'appartiens. Donc, c'est une collaboration, une forme de transversalité dans l'ensemble des directions, puisque plusieurs directions sont concernées. Et ici, vous voyez donc cette petite carto qui récupère un peu, qui résume, je dirais, rapidement l'ensemble des productions. Alors vous avez un premier bloc qui est assez important, c'est le bloc du web, qui contient notamment notre site web, qui a été, la version actuelle du site a été mise en ligne l'année dernière, à la fin de l'année 2015, un petit peu plus maintenant. Le site, à l'heure actuelle, rassemble à peu près 1 million de références dans une base de données qui est assez riche. On a 300 000 objets et 700 000 documents iconographiques. Vous voyez que le site, en fait, synthétise en fait 5 bases de données différentes qui sont globalement la base de données des objets, les bases de données iconographiques, la médiathèque, les archives et puis la base de données des événements. Ensuite, on a d'autres petits éléments dans le web sur lesquels je ne développerai pas davantage. Vous avez tout un ensemble de réseaux sociaux, en fait, donc des réseaux sociaux numériques sur lesquels le musée est présent et sur lesquels le musée donc prend la parole. J'y reviendrai dans un instant, donc je vais faire l'impasse pour le moment. Vous avez un ensemble de contenus qui sont ce qu'on appelle les contenus riches pour simplifier, mais en gros c'est la présence du musée sur YouTube et sur le Google Art Project notamment. Vous avez tout un ensemble de dispositifs qui sont des programmes multimédia in situ, qui participent aussi à proposer des outils de médiation dans les murs, en fait. Donc on a une collection d'environ 150 programmes audiovisuels et multimédia qui sont répartis sur le plateau des collections, qui est notre espace de collection permanente. Vous avez toute une programmation assez riche d'expositions, autour de 7 à 8 expositions par an, qui elles-mêmes aussi, à chaque fois, sont agrémentées de dispositifs audiovisuels et multimédia dans une perspective de médiation, à but de médiation. On a également une offre d'applications mobiles, à la fois, principalement in situ, avec 2 applications qui sont véritablement orientées sur la médiation, qui sont le musée en musique, orienté sur les collections musicales, les collections d'ethnomusicologie du musée, et les experts Quai Branly. Le musée en musique, c'est une application qui permet d'en savoir un peu plus sur la réserve des instruments. Si vous avez été au musée, vous n'avez pas pu passer à côté de la réserve des instruments de musique, qui est centrale en fait, qui vraiment occupe une grande partie du hall du musée. Et on a donc développé une application qui permet d'en savoir plus sur cette collection. Et l'application Les Experts Quai Branly est une application qui se déploie sur des iPads qui sont prêtés à l'intérieur du musée et qui a plutôt une vocation jeune public et public en situation de handicap. Enfin, on a également 2 projets transmédia, un petit projet qui est une tentative qu'on a fait en 2014 et un projet plus conséquent qui va se terminer là au printemps. Alors si on se concentre un peu plus sur les réseaux sociaux, le musée est présent évidemment sur les principales plateformes en fait, utilisées à l'heure actuelle et les plus populaires en France, qui sont donc Facebook et Twitter majoritairement. On a également une présence et une activité sur Instagram que nous sommes en train de développer, et le musée est également présent sur d'autres types de plateformes sur lesquelles il n'est pas forcément toujours actif. C'est-à-dire que par défaut, on crée toujours un compte sur chacune des plateformes, mais sans forcément qu'elle soit activée par la suite.
Sur les réseaux sociaux numériques, en fait, nous travaillons, notre travail se déploie sur 3 axes, qui sont les informations pratiques, tout ce qui est communication institutionnelle et plus largement les actions de marketing, de développement des publics, et les médiations culturelles et scientifiques. Alors les informations pratiques, bon, c'est assez simple et je pense que vous voyez à peu près de quoi il s'agit. On a vraiment des choses très bateaux, du type les horaires d'ouverture, le prix, le tarif, est-ce que c'est gratuit pour moi, où sont les toilettes, est-ce que je peux réserver voilà, en avance, etc. Ça c'est beaucoup, principalement sur Twitter à l'heure actuelle, mais ça peut également se déployer sur Facebook également. On a des actions de communication institutionnelle qui sont, c'est assez explicite en fait, tout ce qui relève de l'institution elle-même, donc les visites officielles, les visites de ministres et les ouvertures, les inaugurations officielles. Comme vous le savez, le musée, enfin comme vous le savez très certainement, j'imagine, le musée a vraiment des collections qui sont réparties sur l'ensemble de la planète. Donc on a des actions de partenariat en fait avec un grand nombre d'établissements, un grand nombre de pays. Donc on reçoit évidemment des visites officielles internationales. Et enfin, les actions de médiation culturelle et scientifique sont axées sur un certain nombre d'éléments, mais je vais arrêter là. Pour faire un petit teasing, vous allez voir, on va en parler dans un instant. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, je vais donner à présent la parole à Marion, qui va nous parler donc, de sa recherche sur cette exposition Jeux vidéo, l'Expo. Donc, la performance de Fabien Prioville a été une introduction assez adéquate et donc on va pouvoir enchaîner sur ce sujet des jeux vidéo mis en exposition. Ah oui, on va vous présenter une petite vidéo, si on y arrive, qui présente l'expo. Ouais. Donc, l'exposition sur laquelle j'ai travaillé, elle s'appelle Jeux vidéo l'Expo. Elle a été créée par la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris et elle a été présentée entre octobre 2013 et août 2014 à la Cité des Sciences. On va dire à la deuxième. Pour comprendre l'originalité de l'exposition, en fait, il faut revenir un petit peu sur la manière dont étaient présentés les jeux vidéo dans les expositions avant. Donc là, l'image que je vous ai montrée, c'est Game Story qui a eu lieu au Grand Palais en 2011.
2011. Donc Game Story, par exemple, c'est une présentation de 80 jeux vidéo considérés comme cultes qui ont fait l'histoire du jeu vidéo et qui sont présentés dans un grand respect du matériel de jeu, des consoles, des ordinateurs qui étaient utilisés pour jouer et avec les logiciels de jeu existants. C'est-à-dire que le contexte dans lequel vous jouez change, mais le jeu vidéo avec lequel vous jouez est le même et n'a pas été modifié. Il y a un cas limite dans ces expositions-là, c'est l'exposition arcade, jeux vidéo ou pop art, qui là avait conçu des bornes d'arcade spécifiques à l'exposition sur lesquelles on jouait debout avec un vidéoprojecteur grand angle en fait qui projetait le jeu vidéo sur le mur à peu près 5 mètres de largeur, où là on jouait donc debout éclairé par un projecteur. Il y avait vraiment la création d'un dispositif qui questionne en fait la place du corps dans les jeux vidéo et qui cherchait à rapprocher l'activité du joueur ou de la joueuse avec celle de quelqu'un qui ferait une performance. Mais dans tous les cas, en fait, on a des jeux vidéo qui sont issus du commerce et dont les logiciels n'ont pas été modifiés. Ils ont été déplacés d'un contexte à un autre. Pour se démarquer de cette offre muséographique, oui, il y a 4. En fait, la Cité des Sciences, elle a produit une exposition qui présente des dispositifs de médiation inédits et qui traite du jeu vidéo en utilisant des logiciels et des technologies issues du jeu vidéo. Donc, en fait, avant, on avait des expositions de jeux vidéo. Avec la Cité des Sciences, on a une exposition sur le jeu vidéo qui présente des dispositifs de médiation conçus à partir de jeux vidéo. Alors, dans les faits, comment ça se passe ? Donc, pour vous expliquer un petit peu très rapidement le processus de conception, en fait, on a une équipe muséographique qui, dans un premier temps, donc 1 an et demi, voire 2 ans avant le début de l'exposition, va chercher à accumuler un ensemble de savoirs et de connaissances sur le jeu vidéo. Ça peut être l'état du marché du jeu vidéo, la manière dont se conçoit un jeu vidéo, quels sont les différents métiers qui y interviennent, une sociologie de la pratique du jeu vidéo en France. Et à partir de tous ces savoirs, de toutes ces connaissances, ils vont ensuite réfléchir aux dispositifs de médiation interactifs, comme on en trouve à la Cité des Sciences, qui vont permettre de transmettre ces différentes connaissances sur les jeux vidéo. Et donc pour ça, il s'agit de détourner des logiciels de jeu et des technologies, comme le périphérique Kinect par exemple, qui va permettre une interface gestuelle, pour concevoir des installations de médiation d'une culture scientifique et technique. Alors, les modifications logicielles, ça peut aller simplement de saisir une séquence de jeu dans un jeu de 3 minutes et de la limiter dans le temps, mais ça peut aller jusqu'à la modification des personnages de jeu, l'ajout de nouveaux personnages, le changement de décor avec ajout de nouveaux personnages, voire un travail avec le studio qui a créé le jeu et ses game designers pour, à partir d'un logiciel issu du commerce, concevoir un nouveau jeu qui a plus ou moins le même gameplay, mais qui est vraiment un jeu inédit pour l'exposition. Donc, bien évidemment, on n'a pas non plus énormément de temps pour parler de tous les enjeux de cette exposition, donc j'ai essayé un peu de prendre 3 thèmes qui me semblent intéressants. La 5, s'il te plaît. La première chose qui me semble particulièrement intéressante dans cette exposition, c'est que c'est une exposition qui pose la question de la place du corps des visiteuses et des visiteurs dans les expositions qui emploient des technologies numériques en général. En fait, pour se démarquer des autres expositions et pour se démarquer de la pratique domestique du jeu vidéo, la Cité des Sciences a voulu concevoir ce qu'ils ont appelé des dispositifs de médiation spectaculaires, qui mettent en scène les corps des visiteuses et des visiteurs en train d'agir. Alors, ça intervient aussi dans une logique de régulation des flux, puisque vous avez une exposition où on a 300 à 400 personnes qui la visitent en même temps. Il y a à peu près 60 postes disponibles pour avoir une activité dans l'exposition. Donc, proposer des dispositifs spectaculaires où l'on voit les autres en train d'agir, c'est aussi permettre une activité d'observation aux personnes qui sont en train d'attendre leur tour ou simplement de se balader pour observer ce qu'il se passe.
Mais dans le même temps, ça fait que l'usage des dispositifs de médiation, il est conditionné au fait d'oser mettre en scène son corps et d'oser mettre en scène des habiletés techniques, des compétences, avec des technologies numériques dont le mode d'emploi n'est pas forcément expliqué ou n'est pas forcément clair dans l'exposition. Donc, à mon sens, ça pose une question très importante qui est celle de l'accessibilité et de la manière dont des disparités d'usage peuvent être induites, être construites tout au long de la conception selon les choix de technologies qui sont faits, selon les choix d'apprentissage. Par exemple, est-ce qu'on fait un tutoriel? Est-ce qu'on privilégie plutôt un mode d'apprentissage par essai-erreur? Donc, toutes ces choses-là me paraissent assez importantes à réfléchir vis-à-vis de l'accessibilité pour les dispositifs de médiation. Ensuite, deuxième petit point, du côté des publics, finalement, comment est-ce qu'ils utilisent ces jeux, quel sens ils leur donnent? Alors, la plupart des visiteurs que j'ai interrogés sont venus en famille, entre amis et ou en couple. Ils vont mobiliser les jeux vidéo présents dans l'exposition avant tout pour rendre collective une activité qui souvent est effectuée de manière individuelle au domicile, ou alors en tout cas pas avec les mêmes personnes. Ils vont aussi l'utiliser pour enrichir leur connaissance d'autrui, donc d'un ami, d'un parent, d'un conjoint ou d'une conjointe, en s'intéressant en fait à la passion de cette autre personne, qui est les jeux vidéo. Ils vont aussi utiliser ces jeux vidéo pour nourrir des sociabilités, pour nourrir une complicité en créant des nouveaux supports de discussion. Et enfin, dans le cas des parents qui sont parfois un peu dépassés par la pratique de leurs enfants, ils vont aussi utiliser cette exposition et les jeux vidéo qui sont à l'intérieur pour renseigner et nourrir leurs pratiques éducatives. Donc, ce dont on se rend compte, en fait, c'est que l'exposition, elle s'insère vraiment dans la vie quotidienne des visiteurs et des visiteuses et dans leurs pratiques culturelles à domicile. Et on ne peut pas comprendre les usages qui sont faits dans l'exposition si on ne s'intéresse pas, en fait, aux loisirs domestiques et aux sociabilités que les visiteurs et les visiteuses entretiennent en dehors de l'exposition. Et puis, donc on a d'un côté cette pratique qui s'insère dans la vie quotidienne. Et dans le même temps, l'étude de l'exposition, elle montre aussi que au sein des institutions culturelles, le jeu vidéo, ça demeure quand même un élément de tension. L'opposition, par exemple, entre jeux vidéo et éducation, elle demeure relativement forte. Et du côté des institutions en général, on se rend compte que les enjeux de transmission de savoir sont assez forts et parfois entrent en conflit, on va dire, avec leur perception du jeu vidéo. Ce qui fait que d'un côté, on va valoriser l'attitude ludique des publics, on va chercher à la provoquer, on va chercher vraiment à la mettre en valeur. Et en même temps, quand on constate cette attitude ludique chez les publics, on peut avoir certains professionnels des musées qui craignent que cette attitude ludique, elle détourne les publics des contenus de l'exposition, de cet objectif de transmission des savoirs. Et dans certains cas, ça peut mener certaines modifications des expositions de manière finalement à recadrer les publics vers les contenus de l'exposition et vers les usages prescrits et attendus. Donc d'une manière un petit peu plus générale, vraiment sur toutes les expositions de jeux vidéo que j'ai pu voir et étudier, on se rend compte que l'entrée du jeu vidéo au musée, elle ne se fait pas sans tension. Et on peut faire le constat finalement que les processus de légitimation culturelle du jeu vidéo vont généralement minorer la dimension marchande, industrielle et de loisirs des jeux vidéo. Et ce qui fait que le jeu vidéo, finalement, va sembler être reconnu à condition de gommer les traces d'une activité banale pour le plaisir et qui s'insère pleinement dans la vie quotidienne et routinière des individus. Voilà pour le cadre. Merci beaucoup Marion pour cette étude
de cas, qui s'intéressait donc à une exposition qui proposait un dispositif de médiation in situ, c'est-à-dire au sein de l'exposition, qui employait des nouvelles technologies de manière assez novatrice. Et j'aimerais à présent que Sébastien, tu nous parles de ton expérience de médiation en dehors des murs du Quai Branly, puisque tu t'occupes d'animer les flux Twitter et les pages, certaines pages Facebook du musée du Quai Branly, donc une expérience de médiation en ligne sur les réseaux sociaux numériques. En effet. Alors en fait, en écho un peu à ce que disait Marion à l'instant, un des axes sur lesquels on travaille le plus sur les réseaux sociaux, c'est la vie quotidienne des publics. C'est-à-dire qu'en fait, je m'appuie un petit peu sur une définition de ce qui a précédé la médiation culturelle, qui est l'interprétation. À la fin des années 40, début des années 50, il y a un professionnel américain qui s'appelle Freeman Tilden, qui est chargé par les grands parcs américains de travailler sur la gestion des flux et la signalétique. Mais ce qui intéresse Tilden, en fait, c'est plus les publics, en fait, et la manière dont on porte les messages, en fait, et dont les messages vont pouvoir être acheminés, en fait, et de quelle manière on va informer, et essayer d'expliquer de manière pédagogique les principes de la nature. Là, on est plutôt dans la médiation scientifique, en fait. Donc Tilden développe une série de principes, il y en a 6. Je ne vous les citerai pas intégralement, mais en tout cas, l'un des principaux piliers en fait, de l'interprétation selon Tilden, c'est il faut en fait s'appuyer sur la vie quotidienne des visiteurs et des visiteuses, sans quoi vous n'aurez pas d'écho. En fait, et les gens ne retiendront pas ou ne comprendront pas, ou en tout cas risquent de passer à côté d'une partie des informations. Donc là, vous voyez 2 exemples en fait qu'on a développés en fait sur Twitter. Alors évidemment, ces 2 exemples appartiennent à une culture qui est plutôt une culture geek en fait. Sachez qu'évidemment on ne fait pas tout, on ne fait pas uniquement que ce type de choses-là. Vous verrez plus tard, je vais vous donner un autre exemple, en tout cas 2 autres exemples dans cette idée-là. Ici donc à gauche vous avez un exemple autour des Pokémon. Donc vous avez peut-être entendu parler l'été dernier d'une certaine folie autour d'un jeu, donc un jeu vidéo qui s'appelle Pokémon Go, qui permet aux gens de chasser les Pokémon dans une dimension, c'est un jeu ce qu'on appelle pervasif, c'est-à-dire un jeu à moitié sur le monde réel qui nous entoure et un jeu en ligne en partie. Et donc l'idée c'était pas de surfer forcément sur la popularité du jeu ou la mode autour du jeu, mais c'était en fait d'en offrir un écho dans nos collections ou dans notre programmation, dans nos expositions. Et en fait, j'avais dans ma besace, il y a bien longtemps, un des conservateurs Asie qui m'avait dit « Oh mais tu sais, un jour, il faudra que tu gardes ça à l'esprit. Les Pokémon, en fait, viennent des Tanuki. En fait, les Tanuki, c'est un personnage malicieux, c'est un petit renard du panthéon japonais. Qui est très ancien en fait, et donc voilà, donc il m'avait dit ça, garde ça à l'esprit, on sait jamais, ça peut servir un jour. Et donc voilà, du coup on a sorti ce tweet là en fait où on explique en fait que les Tanuki sont à l'origine des Pokémon, et ici en fait on s'appuie sur des objets qui sont dans nos collections. On avait également des Pokémon dans une exposition qui était à l'affiche à ce moment là en fait. Le deuxième exemple que vous voyez à côté, je l'ai donc publié le 4 mai, puisque le 4 mai c'est le jour de Star Wars, parce que le 4 mai en anglais ça se dit May the 4th comme May the Force be with you, que la force soit avec vous. Et donc voilà, à ce moment-là on avait une exposition qui s'appelait Persona, étrangement humain, qui traitait de ce qui fait de nous des humains. Donc le persona c'est un principe d'anthropologie en fait, hein. Et donc on s'interrogeait en fait à travers cette expo sur l'humanité, qu'est-ce qui confère une humanité ou une personnalité à des objets qui ne sont pas forcément humains, qui ne sont pas forcément animés initialement. Et donc on avait évidemment des robots. Donc du coup là j'ai fait un petit clin d'œil en fait à une des phrases phares de Star Wars en fait. Alors on a un autre exemple également tiré de Star Wars. Alors, à la fin de l'année 2014, la bande-annonce pour le dernier Star Wars, donc le précédent, le 7, sort. Et évidemment, tout Twitter ne parle que de ça. Alors du coup, n'écoutant que mon courage, je me dis tiens, on va faire un petit truc clin d'œil, et donc on va poster une news en fait là-dessus en décryptant des images qui viennent de la bande-annonce, mais qui font écho à nos collections.
Et donc ici, en fait, vous retrouvez des éléments qui sont des éléments phares, en fait, des éléments saillants de la bande-annonce du film, en fait. Et alors, ce tweet-là que j'ai posté sans hashtag, donc sans les éléments clés, en fait, qui permettent de le retrouver ou de l'identifier à Star Wars, a bénéficié d'une grande popularité. Il a été très exposé. À l'heure actuelle, c'est notre tweet le plus lu et le plus vu, en fait. Il a été retweeté plus de 1000 fois, ce qui est astronomique pour une institution, hein, on n'est pas Lady Gaga. Et du coup, voilà, ça a fait pas mal d'écho. Évidemment, à la cantine, le lendemain et les jours qui ont suivi, mes petits camarades m'en ont parlé en me disant « Ah, mais en fait, c'est une bonne idée Star Wars, parce qu'en fait, tu sais quoi, moi j'ai un ami, donc toujours collectionneur, responsable des collections Asie, moi j'ai un ami qui travaille sur l'usage des langues asiatiques dans la culture populaire et les productions industrielles culturelles. Et il me dit, en fait, les Ewoks, il parle un pidgin, qui est une langue véhiculaire, pardon, pas verniculaire, véhiculaire. Un pidgin qui est une langue, un agencement en fait de plusieurs langages qui permettent à des gens de communiquer sur une zone. Donc il parle un pidgin qui est inspiré de plusieurs langues asiatiques en fait, en accéléré. Et puis bon, voilà, à partir de ça en fait, plusieurs responsables des collections commencent à me dire ah mais moi j'ai vu un truc aussi, j'ai revu Star Wars avec mes enfants parce qu'ils l'avaient jamais vu, et je me suis aperçu qu'il y a une arme qu'ils utilisent à un moment donné en fait, ils l'ont pompée sur des armes en fait du Pacifique, sur Vanuatu en fait. Et donc voilà, donc, de fil en aiguille, rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'éléments de la mythologie Star Wars qui pouvaient faire écho aux collections du musée. Donc il y a des classiques comme, là vous voyez, en fait on a les kimonos des Jedi. On avait aussi le casque de samouraï qui est l'inspiration, enfin une des inspirations pour le casque de Dark Vador, etc., etc. Ce qui fait que du coup, l'année d'après, au moment de la sortie de l'exposition, la sortie du film, on a fait une semaine thématique autour de Star Wars à travers nos collections. Et donc tous les jours, à 5h04, je postais une série de 4-5 tweets, chaque fois thématisé. Une journée, on a fait l'architecture, une journée, le costume, une journée, la coiffure et le masque, etc. Et donc, en fait, on a pu trouver assez rapidement qu'il y avait quand même beaucoup de ressources. Évidemment, ça a été préparé en amont avec les responsables des collections. J'ai malheureusement pas tout le savoir qui me permettrait de faire ça tout seul. Et donc, voilà. L'idée, en fait, que vous voyez ici, donc, alors, si je fais le lien avec le marketing, parce que le marketing, parfois, on a un peu de mal à l'appréhender dans les structures culturelles, mais en tout cas, bon, il s'avère que dans le marketing, on a un concept qui s'appelle le newsjacking, qui est en fait surfer sur une nouvelle, en fait. Donc, voilà, s'inviter sur une info qui fait la une, en fait, et qui est très discutée. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne sur ces deux exemples-là. Après, j'ai deux petits exemples à vous proposer également, qui eux s'appuient toujours sur la vie quotidienne et donc sur des éléments en fait qui peuvent être communs ou familiers de nos publics. Donc en 2013, il y a eu un épisode neigeux à Paris, et dès qu'il neige à Paris, c'est la paralysie, comme vous savez bien, c'est tout un enjeu. Et en fait, plusieurs de mes collègues, de mes confrères et consoeurs d'autres établissements avaient posté des photos, Versailles sous la neige, la pyramide du Louvre sous la neige, et la Piazza sous la neige aussi. Et du coup, évidemment, nous on a un très beau jardin, donc on pouvait aussi faire le jardin sous la neige. Mais avant ça, en fait, je me suis dit peut-être qu'on pourrait en profiter pour parler de vivre avec la neige, vivre avec le froid, à travers nos collections. Et donc je suis allé voir les conservateurs et conservatrices des collections Asie et Amérique pour leur demander est-ce que vous pouvez me proposer peut-être une sélection de pièces qui seraient associées avec vivre avec des conditions climatiques froides en fait. Voilà. Donc on s'est retrouvé avec un petit album qui a bien fonctionné. Et l'idée, c'est, vous voyez, là on est vraiment dans un acte de médiation assez classique en fait. Hein. Si vous regardez les trois premières vignettes, c'est un costume en peau de saumon qui vient du fleuve Amour en fait, quelque part entre le Japon, la Russie et là-haut dans le nord à l'est. Et voilà, l'idée c'est de montrer comment est-ce qu'on vit avec le froid. Vous vivez à ce moment, il y a de la neige et vous vivez le froid. Comment vit-on le froid dans des cultures qui sont autres que les nôtres, mais qui finalement vivent quand même cette situation. On l'a également fait avec Vivre avec la chaleur. En 2015, on a eu donc un épisode de canicule. Et la canicule, c'était toujours pratique pour rappeler au public que le musée est climatisé et que donc ils et elles sont toujours les bienvenus. Et ici, donc, on a travaillé avec, cette fois-ci, les collections Afrique et Océanie, majoritairement, et un peu Asie aussi. Et on a donc une jarre pour maintenir la pluie. On a deux personnes, enfin une statuette africaine et le dragon qui vient d'Asie pour appeler l'eau, en fait, pour appeler la pluie quand il y a de la sécheresse, etc., etc. Et d'autres exemples, en fait, tirés de ces mêmes éléments. Oui, c'est tout. Bon, j'ai d'autres exemples sur d'autres sujets, mais qu'on pourrait évoquer peut-être plus tard. Merci beaucoup.
Je ne sais pas si on a encore le temps de discuter ou... Oui ? Merci. Donc, on a vu donc un cas d'utilisation de nouvelles technologies au musée qui posait la question de la place du spectateur. Et j'aimerais bien, Marion, peut-être que tu nous parles un peu plus d'une installation qui utilisait la technologie Kinect, puisqu'il y avait vraiment là le corps de l'utilisateur, enfin du visiteur qui était au centre des regards. Est-ce que tu as envie d'en parler ? On peut mettre une image si tu veux. Alors moi j'ai pas cette image. Bon, c'est pas grave. Mais en fait c'est une installation qui ressemble un petit peu à celle-ci dans le principe, c'est-à-dire, ça fait partie des installations dont je parlais tout à l'heure comme étant des installations spectaculaires qui utilisent donc le périphérique Kinect. Donc, qui est un périphérique qui est utilisé pour la Xbox 360 et la Xbox One, périphérique d'interface gestuelle, donc qui vous permet d'interagir avec un écran sans périphérique matériel. Et le périphérique, c'est vous en fait. Donc, selon ce que vous faites, généralement, vous devez faire des grands balayages de bras comme ça, des grands coucous à l'écran pour interagir. Et alors vraiment dans l'espace domestique, dans le jeu vidéo entre proches, c'est un élément qui est assez intéressant. Alors il y a un chercheur qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Bart Simon, qui parlait du fait qu'avec ces périphériques-là, finalement, l'intérêt quand on jouait à plusieurs, c'était plus ce qui se passait à l'écran, mais c'était ce qui se passait dans le salon. Que ce soit le périphérique Kinect ou la Wiimote quand on est en train de donner des grands coups d'épée ou de donner des coups de raquette de tennis. Finalement, ce qui est drôle, c'est de regarder la personne à côté de soi, l'ami, la conjointe, le frère, etc., qui est en train de faire un espèce de geste totalement excessif et théâtral qui va être en fait le centre de l'attention. Sauf que ça se fait dans des petits groupes restreints, entre proches, chez soi, et que là, d'un seul coup, en fait, on a un petit peu le même principe. Donc là, par exemple, vous avez un dispositif qui est un jeu de surf, donc vous devez sauter, vous devez vous abaisser pour éviter des bancs de poissons, vous devez pagayer avec les deux bras, et vous avez des moments freestyle où vous devez imiter différentes postures. C'est un dispositif qui est aussi conçu pour être regardé. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'effectivement il faut aussi oser mettre en scène son corps. Et dans ce genre de dispositif-là, ce qui est intéressant, ce qui peut être problématique aussi, c'est aussi la question de l'apprentissage. Parce que ça repose sur des technologies qui s'inscrivent dans des généalogies d'usage. Donc si vous les avez déjà utilisées avant d'arriver dans l'exposition, vous partez quelque part avec un avantage, vous voyez à peu près comment est-ce que ça fonctionne, et si on vous propose un système d'apprentissage par essai-erreur, c'est-à-dire j'essaie de faire des gestes, bon ça marche pas, tiens je vais essayer autre chose, vous arrivez à vous en sortir. En revanche, si vous n'avez jamais utilisé ces technologies-là, si quand vous voyez l'interface, vous n'arrivez pas à vous dire « Ah oui, tiens, c'est Kinect, je devrais peut-être faire comme ça ». Là, si on est sur un mode d'apprentissage par essai-erreur et qu'il n'y a pas un mode d'emploi, un tutoriel qui dit « Voilà, pour faire ça, il faut faire tel mouvement, pour accéder aux informations, il faut faire tel autre », ça devient plus problématique parce que à cette incompréhension s'ajoute le fait qu'il faut se montrer en train de faire des erreurs et de ne pas savoir. Donc c'est vrai que ça pose la question effectivement de l'accessibilité des dispositifs de médiation. Puis peut-être aussi que ça renvoie vers cet écart qui arrive souvent en question de médiation entre ce que les médiateurs ou ce que les agents des musées attendent de la part des visiteurs en termes d'usage, en termes d'attitude, et ce que finalement les usagers font
des dispositifs mis à leur disposition. Et du coup, Sébastien, est-ce que tu penses que entre le public qui visite effectivement le musée et les abonnés en ligne, il y a une différence? Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Est-ce qu'il y a un public online et un public offline? Et qu'est-ce qu'ils font avec... est-ce que finalement, il y a parfois un écart entre ce qu'on voudrait... Alors, je dirais c'est un peu entre les deux. En fait, on vient de commencer... on a conduit une étude sur nos publics en ligne. C'est la première fois qu'on fait ça. Ça a été fait à la fin de l'année, là, sur le mois de novembre-décembre, en fait. Et on va progressivement rapprocher les résultats de cette étude d'autres études qu'on conduit régulièrement sur nos publics physiques, en fait, in situ. Et à l'heure actuelle, les tout premiers résultats qu'on a pu observer, c'est que donc on a un peu des deux. C'est-à-dire qu'on a à la fois un public en ligne qui est très proche de celui qu'on a in situ, dans le profil, le profil général. Mais on a également un public qui, évidemment, ne vient pas, qui est vraiment le public à distance, pour le coup. Ça peut être ce qu'on appelle souvent le public empêché, c'est-à-dire un ensemble assez large de visiteurs et de visiteuses qui ne peuvent pas techniquement se rendre physiquement au musée. Et l'idée... l'idée sur laquelle on travaille, c'est de se dire qu'en fait, même les personnes qui ne viennent pas au musée ont le droit d'avoir la même qualité de service que les personnes qui viennent régulièrement. Et donc, on essaye de traiter nos publics en ligne avec la même exigence de qualité, la même disponibilité que nos publics in situ. Même si, en effet, on sait bien que ça représente une portion beaucoup plus... petite, en fait, plus réduite de l'ensemble des publics qui viennent physiquement, en fait. D'accord. Et alors, si je ne m'abuse, tu as même mis en place un partenariat online-offline avec un grand fan du musée. C'est l'abonné Twitter @perleduquet, c'est ça, je crois. Alors en fait, on a donc moi je suis arrivé au musée il y a 5 ans, aujourd'hui jour pour jour d'ailleurs. C'est un hasard, mais n'est-ce pas? Et assez rapidement, on a constaté qu'il y avait déjà un compte Twitter qui tweetait sur les collections du musée, donc qui s'appelle Perle du Quai, donc c'est son identifiant sur Twitter. Et en fait, cette personne-là n'est pas un professionnel, c'est-à-dire que c'est pas un ethnologue, c'est pas un historien de l'art, c'est pas un anthropologue, c'est pas un chercheur, c'est un collectionneur à titre personnel. Il travaille dans le droit environnemental, donc il a tout autre profil en fait. Et en fait, c'était quelqu'un qui était très investi et vraiment un grand fan des collections. Et ce qu'on s'est dit, c'est que le mieux, c'était encore de lui proposer de faire quelque chose ensemble, en fait, de collaborer. Donc l'idée, c'était de travailler sur une dimension collaborative, donc une action de médiation collaborative. Et donc pour une exposition qui était l'exposition autour des îles Salomon, l'éclat des ombres, l'art en noir et blanc des îles Salomon. Donc les îles Salomon, c'est un archipel d'îles dans le Pacifique. On lui a donc permis de rencontrer la commissaire de l'exposition et il a pu proposer en fait une sorte de sélection de pièces issues des collections, puisqu'il connaît quand même assez bien la base de données des collections du musée. D'ailleurs, c'est un utilisateur exigeant en fait, donc quand on a fait la refonte aussi, il nous a aussi quelque part aidé il avait des attentes en fait, il en a toujours d'ailleurs là-dessus, et c'est important de travailler avec nos fans, c'est nos premiers relais évidemment. Et donc Laurent Granier, c'est son nom. Laurent a pu rencontrer en fait la commissaire de l'exposition, Magali Mélandry, qui était une responsable des collections Océanie, et il lui a donc proposé sa sélection, son point de vue, en fait son regard sur l'exposition. Et il s'est avéré assez rapidement que, en fait, il proposait de traiter une portion qui n'était pas traitée dans l'exposition. C'est-à-dire qu'il avait choisi un angle, en fait, un axe de travail que la commissaire de l'exposition avait mis de côté pour différentes questions, pour différentes raisons, en fait, notamment des questions, le fait qu'on n'avait pas, toutes les pièces n'étaient pas forcément accessibles, toutes les pièces n'étaient pas forcément présentables, pas de la même manière, pas simultanément, pas au bon moment, etc. Donc il y a aussi l'idée qu'à travers des outils en ligne, on a la possibilité de résoudre en partie des problèmes physiques en fait, et techniques d'une présentation physique en fait. Donc voilà, là on était sur un dispositif vraiment collaboratif avec un abonné.
Merci beaucoup pour cette présentation d'une médiation à la fois in situ et en ligne, et un prolongement de l'exposition effectivement très intéressant, et une collaboration fructueuse entre l'institution et un visiteur. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci à tous les deux de votre participation. J'espère qu'on a pu proposer un éclairage sur la médiation culturelle à l'ère numérique, un tant soit peu excitant, avec ces propositions novatrices. Nous allons, je crois, passer la parole au public si certaines et certains d'entre vous ont des questions. Et je vais demander à Fabien Prioville de nous rejoindre sur scène, puisque si vous le désirez, vous pourrez également vous adresser à lui. C'est compliqué. Ouais. Oui, bonjour, David Del Castillo. Très intéressé parce qu'on est plusieurs, on suit le master de management des organisations des organismes culturels à Dauphine, et mes sujets, pour moi, ça va être notamment la gamification dans les musées et les nouvelles techno dans les musées, donc mais plus cadrés. Donc je serais ravi de vous rencontrer aussi. En fait, je vais essayer d'être très bref parce que j'ai des milliards de questions. Un, sur le jeu vidéo, vous l'avez donc étudié en tant qu'objet lui-même d'exposition. Mais ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir si vous l'avez étudié, et il me semble que vous l'avez dit, en tant qu'outil de médiation, mais dans des expositions qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Donc ça, c'est un premier point. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on se l'approprie de plus en plus? Est-ce que c'est étudié? Enfin, les conséquences, entre guillemets, sur le public, est-ce qu'il est réactif ou pas? Et voilà. Et pour monsieur Sébastien, ce qui m'intéresserait, c'est la stratégie a l'air très aboutie au Quai Branly. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça sert une stratégie beaucoup plus globale, et vous la déclinez après, ces stratégies globales, avec les outils des nouvelles technologies. Et là, je suis surpris aussi, puisqu'a priori, vous mesurez. Ça a l'air d'être très rare, puisque les premiers entretiens que j'ai vus, c'était plutôt qu'on n'avait pas les moyens de mesurer. Et donc, est-ce que vous mesurez... donc, j'ai compris que vous mesurez l'audience, l'audience physique, mais est-ce que aussi vous étudiez les différents dispositifs que vous mettez en place en termes de nouvelles technologies? Est-ce que vous essayez de les étudier systématiquement? Parce que moi, je viens du privé, et quelque chose qu'on met en place, qu'on n'étudie pas, ça me surprend toujours. Et donc, voilà. Voilà, mais j'aurais plein d'autres questions encore. Et notamment sur Culte, puisque ça serait un objet d'une étude pour nous. Donc, voilà aussi... Alors, sur le jeu vidéo, en fait, qui est utilisé comme outil de médiation, je m'y suis intéressée. Alors, bien évidemment, je m'y suis pas intéressée de manière aussi précise et pointue que sur une expo, mais j'essayais de faire un peu un état des lieux. Et moi, j'en étais venue plutôt à l'idée que y avait un petit peu trois manières d'utiliser le jeu vidéo comme outil de médiation. Donc, dans des expos qui ne parlaient pas du tout du jeu vidéo, il y avait une volonté de faire du musée un terrain de jeu. C'est ce qu'on voit par exemple dans des dispositifs qui vont utiliser la réalité augmentée, par exemple sur des tablettes, et vous allez vous balader sur un lieu de patrimoine et dans un musée, et à travers les tablettes vous allez enquêter et découvrir différents personnages. C'est ce qui avait été fait au Musée des Arts et Métiers avec l'expérimentation Plug, les secrets du musée. Où vous aviez un téléphone portable qui vous permettait en fait de courir dans tous les espaces du musée pour collectionner des cartes et les échanger avec d'autres personnes. Et alors là, il y a Camille Jutan qui avait travaillé dessus. Il y avait aussi Raphaël Koster qui avait fait une enquête. Et ce qui leur sortait, c'est que ça passionnait les publics de pouvoir courir dans le musée, parce que c'était vraiment la transgression ultime. Mais ce qui était marrant, c'est que
ce fait de courir dans les musées, qui était vraiment plébiscité par les publics, en même temps posait énormément de questions à l'institution. Et ce qui ressortait des recherches, c'était que dans la deuxième version du jeu, il y avait des éléments narratifs qui avaient été introduits et la limite de temps avait été supprimée pour rendre les publics un peu moins sportifs, notamment de peur qu'ils s'éloignent en fait des contenus du musée. Donc on voit qu'il y a toujours cette peur-là. Ensuite, il y a vraiment la production de logiciels de jeu pour faire la médiation en dehors des murs des musées. Je pense par exemple à Ostia Fabulis qui a fait Edwige Le Lièvre il n'y a pas très longtemps pour le Centre des musées nationaux, qui est un jeu en ligne qui se passe dans des musées nationaux qui ont été modélisés en 3D. Pardon ? Le Centre des monuments nationaux, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, pardon, désolé. Oui. Oups. Donc voilà, il y a vraiment des logiciels de jeu qui rentrent pas forcément dans la case serious game, mais plutôt des jeux en ligne, des jeux de rôle, beaucoup de jeux d'enquête aussi. Et donc ça, c'est une deuxième partie avec l'un des premiers qui est en fait Versailles. Puisque là, la RMN, cette fois, avait fait un partenariat avec Cryo, à l'époque, où il avait créé Versailles, Égypte, et toute cette série de jeux vidéo qui se passaient en fait dans des lieux de patrimoine. Et enfin, le troisième point, mais qui est un petit peu en dehors, c'est l'utilisation du matériel du jeu vidéo, mais vraiment comme un objet technique qu'on va détourner de son usage initial pour concevoir autre chose. Et là, par exemple, je pense à la Nintendo 3DS qui est utilisée comme audio guide du Louvre, où là, une partie de ses fonctions ont été bridées et d'autres fonctions ont été inventées en passant par la conception d'un logiciel inséré dans la console qui en fait en change l'usage et propose un usage différent, tout en s'appuyant sur l'image ludique et familiale de Nintendo. Donc voilà. C'est pour le but d'accroître, c'est pour le but de toucher des publics différents et ou d'arriver à capter d'une autre manière les publics qui viennent déjà. Alors, j'ai pas fait des enquêtes suffisamment précises en fait qui me permettraient de répondre à cette question-là. En revanche, ce qui généralement revient dans la valorisation du jeu vidéo dans les musées, c'est les 18-30 ans sont les absents des lieux des musées, des lieux de patrimoine. Les 18-30 ans sont très friands et très utilisateurs du jeu vidéo, donc en s'axant sur une pratique culturelle qu'ils ont déjà, on pourrait les faire venir plus souvent au musée et avoir des modes de médiation adaptés à leurs usages. Alors, en ce qui concerne votre question sur la stratégie, je dirais que c'est complicated, c'est large. En fait, on a des lignes directrices, on a des lignes éditoriales, voilà, globales. L'idée, c'est à la fois de suivre, évidemment, s'appuyer majoritairement sur la programmation du musée, sur les collections du musée, et de se permettre aussi d'avoir ces petites incursions, parfois, sorties de route, un petit peu clin d'œil, voilà. Tel que je vous l'ai montré là, évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas la majorité de nos publications n'ont pas cette teneur-là. En termes d'organisation à l'interne, en fait, on fonctionne sur un comité éditorial, c'est-à-dire qu'on a une douzaine de personnes qui ont été formées pour écrire pour le web, dans les différentes directions, les différents services, qui se réunissent une fois par mois et qui décident de ce qu'on va mettre en avant le mois suivant, aussi bien sur le site internet que sur les réseaux sociaux. Et chacune de ces personnes, en fait, vient des différentes directions du musée, en fait. Donc chaque personne vient avec son métier, avec sa spécialisation, sa spécialité, et ce sont des gens aussi qui progressivement ont pris la parole aussi sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une grande partie, enfin, je ne produis pas tout seul tous les contenus et tous les messages, en fait. Il y a de plus en plus de contenus qui sont produits par les agents de la direction des publics, les agents de la direction de la communication, etc., de la direction de la recherche, etc. Pour la stratégie, après, c'était... Ah oui, l'évaluation, vous avez dit aussi. Alors, pour ce qui est de l'évaluation, c'est vraiment le début en termes de public en ligne. Les publics in situ, on les observe depuis toujours. Donc, on a 2 personnes qui sont chargées de ça au musée.
Pour ce qui est des dispositifs eux-mêmes in situ, par exemple, en fait, on ne les étudie pas systématiquement. C'est-à-dire qu'en fait, on en étudie un échantillon ponctuellement à différents moments. Voilà. Et on a donc cette base-là d'études cycliques tous les X mois, je crois que c'est 3 fois par an, je dirais, de mémoire, mais c'est pas mon cœur de métier. Donc, sur cette base générale, qui est toujours questionnée, la satisfaction, voilà, à différents niveaux, en fait, on rajoute une couche ponctuellement, et à chaque fois, c'est une couche différente. Et là, en fait, de plus en plus, on a rajouté à 2 reprises ces 2 dernières années une couche numérique, en fait. Et voilà, on a interrogé les gens sur leurs pratiques numériques et leurs pratiques numériques par rapport à nous, en fait, par rapport au musée. Voilà. J'en prie. J'ai une question en fait, sur les jeux vidéo. Voilà, j'aimerais savoir, bon, on sait que les jeux vidéo sont bien, sont rentables, ça rend intelligent, mais d'une autre part, est-ce que ne peuvent-ils pas en fait nuire l'étude d'un élève, les enfants et bon, voilà, toute personne qui étudie et l'autre question se porte sur la violence de ces jeux, parce qu'apparemment, c'est comme Assassin's Creed ou God of War, Seigneur Kratos, c'est des jeux que je vois qui sont un peu violents. Bon, voilà, il y a des trucs violents. Est-ce que ne peuvent-ils pas, en fait, rendre une personne voilà, violente, quoi? Merci. Je crois que j'ai proposé à la fois à Fabien et à Marion de répondre. Je pense qu'ils ont tous les deux quelque chose à dire sur la question. Alors, par rapport à la violence des jeux vidéo, je pense, jusqu'à présent, je ne sais pas, Marion, peut-être vous me contredirez là-dessus, mais je pense qu'il n'y a jamais eu d'études qui ont démontré que les jeux vidéo violents rendaient les enfants plus agressifs, ou alors ou l'inverse. Donc je pense que c'est vraiment la violence dans les jeux vidéo, ça ramène surtout à l'individu qui utilise ces jeux vidéo. Les jeux vidéo ne sont pas que violents, on a toute une catégorie, toute une palette de jeux vidéo qui sont éducatifs. Je pense que après ça, je pense que ça a à voir avec les parents, c'est le rôle des parents de mettre leurs enfants devant des jeux vidéo qui sont appropriés pour leur âge ou leur sensibilité. Donc je pense qu'on réagit tous différemment. Moi, j'ai grandi avec les jeux vidéo, j'ai joué énormément de jeux vidéo dans ma vie, dont des jeux violents. J'ai jamais tué personne, j'ai jamais agressé personne, ça m'a pas empêché de me développer normalement. Donc je pense que c'est vraiment par rapport à un contexte aussi. Je pense qu'il y a énormément de choses, de paramètres qui sont à mettre à prendre en considération, sociaux, familiaux. Enfin voilà, moi c'est un petit peu ce que je peux résumer de votre question. Merci. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que les jeux qu'on pourrait définir comme violents, par exemple, vont être les grands absents de toutes les expositions de jeux vidéo que j'ai pu regarder, même quand il s'agit de jeux vidéo qui finalement vont être très pratiqués, très joués. On se rend compte que cette question-là, finalement, elle est contournée. Moi, ma réponse est qu'effectivement, je me tiens assez loin de toutes les théories qui font finalement considérer que le jeu vidéo et ses images auraient un effet direct sur le comportement des personnes qui jouent. C'est-à-dire qu'on a effectivement des recherches, notamment en cultural studies, qui vont s'intéresser aux représentations sexistes, aux représentations racistes, aux représentations violentes dans les jeux vidéo, mais c'est pas pour autant en fait qu'elles vont les lier avec un impact direct sur les joueurs et les joueuses. En fait, généralement, quand on considère que les jeux vidéo auraient un impact direct sur le comportement des personnes qui y jouent, il y a un présupposé qui n'est jamais dit, mais qui en fait est un peu le présupposé qui se cache derrière cette supposition. C'est qu'en fait, on considère que les gens sont comme passifs vis-à-vis des jeux vidéo. Comme si finalement ce qui était à l'écran était directement gobé et n'était pas négocié, n'était pas interrogé.
On a énormément de travaux dans le domaine des médias, que ce soit sur le jeu vidéo, sur la télévision, etc., qui sont des travaux vraiment sur la réception des publics. Qu'est-ce qu'on fait quand on joue à un jeu vidéo? Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde la télé, quand on regarde un programme, quand on écoute la radio? Et qui essaye justement d'aller au-delà de ce jugement qui ferait par exemple qu'on va regarder un petit peu de loin ce que fait une personne en jugeant son activité depuis l'extérieur. Mais là, vraiment, d'aller essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait quand on joue, c'est quoi cette activité-là. Et ces recherches montrent effectivement que jouer, que la réception des médias, c'est une activité. On n'est pas passif en train de recevoir un message ou en train de recevoir un comportement, mais qu'il y a vraiment tout un travail de réception, des gens qui sont en train de jouer, en train de regarder la télévision. C'est négocier tout simplement, on s'interroge sur ce qu'on voit. Donc voilà, moi c'est un petit peu là où je me situe par rapport à cette question-là. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre interrogation. Bonsoir. Monsieur Préauville, j'ai une question sur votre pratique artistique. Qu'est-ce que vous pensez que justement l'utilisation de ces images un peu de jeux vidéo au début de votre représentation et l'utilisation filmographique à la fin rajoute justement à votre pratique, à votre danse? Vous parlez en particulier de ce contexte-là? C'est juste par rapport au fait que techniquement parlant, on n'a pas pu exécuter donc la technologie, donc c'était juste. Tu peux expliquer comment c'est d'habitude? Oui, c'est ça. C'était un petit peu. J'ai mis comment dire en français le teaser. C'est pas en français. J'ai mis le teaser à la fin pour essayer un petit peu pour essayer de replacer un petit peu dans son contexte ce que vous avez vu, parce que c'est très difficile, les conditions sont pas là, il faut énormément de gens pour exécuter le spectacle. Mais en gros, c'est un petit peu l'idée de la scène est blanche, le fond est blanc, et donc il y a un petit peu cette idée de Matrix, un petit peu où les images viennent un petit peu comme ça s'insérer, où le personnage en fait devient un petit peu prisonnier un petit peu de cet univers, et ça il y a toujours un petit peu ces entrées-sorties entre la réalité et la virtualité, réalité et virtualité, et c'est un petit peu ces bonds comme ça que la pièce crée. Ça a aussi été... j'ai aussi créé ce spectacle en rapport à un fait divers qui s'est passé à Tokyo il y a une dizaine d'années, où un jeune, ce qu'on appelle là-bas, c'est des otaku, donc c'est un jeune geek, on va dire, qui a tué 7 personnes au couteau, comme ça, dans la rue, à Tokyo, dans un quartier qui s'appelle Electronic City, à Akihabara. Et en faisant un petit peu en me renseignant un petit peu sur ce personnage, je me suis rendu compte qu'en fait tout n'était pas tout était calculé en fait. Le couteau qu'il a utilisé, c'était l'arme préférée d'un de ses personnages de jeux vidéo favoris. Et pendant son procès, les gens lui ont demandé s'il était conscient de ce qui s'était passé, de ce qu'il avait fait. Et c'était vraiment une personne qui était plus, comment on va dire, qui vivait plus dans la virtualité que la réalité, dans le sens où je suis pas du tout en train de répondre à votre question, mais on revient. J'ai oublié la question, excusez-moi. Mais juste pour vous éclairer un petit peu sur ce que vous venez de voir, parce que c'est difficile en extérieur du contexte comme ça de pouvoir arriver avec un propos. Dans le sens où, dans les jeux vidéo, on est souvent très bien traité, on est souvent le héros, on est souvent la personne que tout le monde aime. Donc il y a ce côté un petit peu où dans une société peut-être japonaise qui est comment dire, il y a trop, comment on dit, excusez-moi, superpopulation, où les gens sont stressés, où personne ne se parle, il y a
très peu de contact humain entre les gens. Il y a beaucoup de gens qui se sentent exclus et qui vont chercher leur réconfort de d'autres façons. À la fin de la pièce, j'ai aussi un robot chien, qui est un des premiers robots qui a été commercialisé, qui a été commercialisé là-bas, au Japon, qui n'a pas fonctionné en Europe, mais qui a très bien fonctionné là-bas, où les gens en fait achètent ce robot parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un vrai chien, parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'ils travaillent trop, ou parce qu'ils sont seuls et qu'ils ont besoin de réconfort, et donc ils ont un ami virtuel. Et donc voilà, donc ça parle un peu de tout ça, mais c'est pas évident d'arriver à exprimer son point de vue en 5 minutes. Donc, mais c'était quoi la question? C'était justement au début, le visionnage de cet extrait un peu de jeu vidéo avec cet homme qui tombe. Ah, d'accord, oui. En quoi ça se rattache avec la danse après c'était de toute manière entre la danse et les jeux vidéo, il y a un grand écart. Il y a pas au premier abord, il n'y a pas vraiment de raison de danser pour un jeu vidéo. Disons dans une forme de plateau, d'art vivant. Après ça, j'ai voulu commencer par la mort du personnage du jeu vidéo. Parce qu'il y a ce phénomène à chaque fois qu'il y a un personnage, quand on joue à un jeu vidéo, qu'un personnage meurt, on renaît, on peut mourir forever, on peut tout le temps mourir, on peut toujours réapparaître, on peut tout le temps mourir, toujours réapparaître. Et je pense que en parlant avec des gens ou en parlant avec des passionnés de jeux vidéo, il y a quelque chose qui se perd dans la fonction quand on est vraiment conditionné par ça et quand on est vraiment peut-être dans un état fragile, comme l'était cette personne qui a donc tué. On est déjà dans un état de fragilité avancé. Il y a un concept de la mort d'un seul coup quand on est tout le temps en train de se réanimer, de réapparaître, de revenir en vie. Après ça, je pense que c'est je pense que c'est aussi il y a tellement un investissement qui se fait de la part de certaines personnes qui jouent à ces jeux, qu'il y a vraiment on en arrive à un état des fois critique ou une ligne très très fine où il est possible je pense qu'il est possible de plonger dans la virtualité et de rendre cette virtualité plus réelle que la réalité en fait. Et donc quand on regarde les jeux vidéo avec cette notion-là ou avec cet aspect-là, il y a plein de choses qui pour moi sont importantes par rapport à ce jeu en particulier qui était un petit peu controversé quand il est sorti parce que c'est un jeu très violent. Et du coup, les médias ont cassé du sucre sur le jeu, l'ont vraiment maltraité. Moi, j'ai pas d'opinion, enfin dans le sens où je dis pas que c'est un jeu qui est bien, je dis pas que c'est un jeu qui est mauvais non plus. Je pense que ça, à la fin, je pense qu'on est tous responsables des outils qu'on utilise et c'est à nous de les utiliser de façon consciente. Enfin, je sais pas, pas non plus faire. C'est pas Internet qui est dangereux, c'est ce qu'on fait avec Internet qui est dangereux. Donc c'est un peu ça, c'est la mort du personnage et après ça le personnage réel ou moi un petit peu arrive sur cette espèce de fond. C'est en fait c'est la carte du jeu, donc au sol et en fond, et il y a cette espèce d'état le personnage se cherche un peu, est-ce que aussi peut-être quelqu'un d'autre me contrôle, moi, et me fait bouger. Donc il y a cette histoire d'avatar, de tout ça qui entre en jeu. Merci. Moi, il y a une question que je me pose, mais c'est une question d'actualité. Et par rapport à la recherche, je ne sais pas si elle continue. Engagée comme la recherche a été commencée. Et si oui, mais pourquoi, là, par exemple, le musée s'intéresse à, en gros, je dirais, à ramener le jeu? Parce que le jeu dans la société, elle est plus ou moins ouvert.
les jeux, toutes les choses sont les jeux, mais ramener les jeux en milieu fermé, et pourquoi les autres lieux d'organisation ont à peu près, on dirait, une difficulté à le mettre en place. Parce qu'on peut imaginer que dans le système de ce qu'on recherche un peu tous, la transformation de la société telle qu'elle va s'annoncer, on dirait, on pourrait imaginer, par exemple, dans les entreprises, la question du jeu peut être posée de la même façon que les musées se sont posés la question. De même, peut-être, ça peut organiser les relations, parce que l'entreprise est aussi un organe d'organisation relationnelle, puisqu'on a parlé de relations humaines. Alors, la logique du jeu, il me semble, alors c'est pas des choses que j'ai énormément étudiées, donc c'est plutôt des petits points, soit d'actualité, soit de personnes qui ont travaillé là-dessus. Il me semble que la logique du jeu, par exemple dans les entreprises, enfin du point de vue des ressources humaines et compagnie, a aussi été utilisée, mais c'est toujours pareil. Il faut voir un petit peu dans quel objectif, parce que, enfin, en fait. Là, c'est vraiment juste une anecdote parce que j'ai pas plein de données sur comment ça a été utilisé. Mais j'avais fait un entretien avec un game designer qui, à un moment de sa carrière, en fait, en était venu à travailler sur du serious game et notamment du serious game en entreprise, par exemple. Et s'était aperçu au fur et à mesure des propositions, enfin plutôt des demandes qu'on lui faisait dans la conception des jeux, que d'un outil qui avait été présenté comme plutôt un outil d'apprentissage et un outil pour créer des liens entre les salariés, au fur et à mesure du design du jeu, on en était plutôt arrivé à un outil qui était conçu par l'entreprise pour vraiment former les salariés à avoir, notamment c'était pour les hôtes et les hôtesses d'accueil, à avoir exactement les bonnes réponses, à avoir exactement les phrases qui étaient nécessaires pour répondre. Et le concepteur lui-même du jeu, en fait, se demandait à quel point finalement l'application allait pas être utilisée pour discriminer en fait les bons employés de ceux qui répondent mal. Donc il y a vraiment la question de la manière dont sont utilisées les applications qui à la base sont conçues et de qu'est-ce qu'on met derrière le terme de jeu. Mais voilà, enfin c'est vraiment à prendre des pincettes, c'est juste une anecdote et c'est pas genre une super recherche générale sur plein de choses. Donc c'est vraiment le petit point que je peux vous donner. Bonsoir. Il me semble aussi qu'on utilise le jeu, par exemple, dans les expositions, en fin d'exposition, pour faire des quiz, et que ça permet finalement pour les personnes, de voir si elles ont appris des choses. C'est plus intéressant, en fait. C'est l'interactivité, c'est ce qui permet de retenir, en fait. Ça permet de mémoriser. Le jeu, c'est quelque chose de très important qui permet d'apprendre, qui vraiment donne un vrai apprentissage, en fait. Ça permet de jouer avec les concepts, avec les mots, de se familiariser. Et en fin d'exposition, ça marche bien. Alors, en fait, pour la petite anecdote, il se trouve que l'exposition que j'ai étudiée, au cours de la conception, il y avait justement cette idée et cette bataille de non, on ne fera pas un quiz à la fin de l'exposition, parce qu'en fait, ça, je trouvais ça vraiment intéressant, c'était comment est-ce qu'on peut valoriser une attitude ludique pour les publics qui soit pas en même temps une activité avec une évaluation à la fin. Alors, il y en a aussi dans l'exposition des activités avec une évaluation à la fin, mais la plupart des dispositifs, ils ont vraiment été pensés pour que on n'ait pas une évaluation des compétences ou des connaissances qui soit adossée en fait à l'activité de jeu, et que finalement l'activité de jeu, elle soit considérée comme suffisante à elle-même pour transmettre des connaissances sans avoir besoin de ce volet évaluatif à la fin.
Je trouvais que c'était une façon assez intéressante aussi de le penser, alors qui bien évidemment se pense à l'échelle de l'exposition, mais voilà, je trouvais que c'était assez intéressant aussi. Tu fais des quiz, toi ? Oui, non, c'est pour juste compléter en effet. Nous, à 2 reprises, sur Twitter exclusivement jusqu'à présent, on a mis en place des systèmes de jeux en fait, à la fois in situ et en ligne en fait. Donc on a eu à un moment donné une soirée spécifique avec une visite d'un groupe qui s'appelle le groupe SMV, un soir un musée un verre, qui est une asso en fait qui permet d'aller visiter les expos. En général, c'est les soirs de nocturne, donc c'est souvent le jeudi. Et à 2 reprises, on a installé des systèmes de dynamique de jeu où on avait un petit parcours à effectuer dans l'exposition avec une série d'une 20aine de questions. Et moi, en direct en fait, je pose les questions. Les réponses sont dans l'expo ou éventuellement peuvent se trouver sur le site internet ou sur d'autres supports. Ce qui fait que du coup les gens peuvent jouer à la fois in situ, physiquement, et puis aussi en ligne en fait. Et là en fait on est aussi pareil sur le même type de dynamique. L'idée c'est d'apprendre un peu des choses, de devoir aller chercher l'info dans l'expo, sans pour autant qu'il y ait derrière une récompense ou une évaluation, de dire bravo vous êtes meilleur que les autres. En fait on évacue je pense une des dynamiques du jeu qui est l'émulation de jouer les uns contre les autres en fait, la compétition. Voilà. On va prendre une dernière question. Bonsoir, merci beaucoup. J'avais une question à vous poser à propos de l'agentivité des publics en fait, parce que vous avez parlé d'un exemple très intéressant, c'est celui du collectionneur que vous avez fini par inviter dans vos collections après les interactions sur Twitter. Est-ce que vous pensez généraliser ou au moins étendre cette pratique-là à d'autres personnes? Et à propos du jeu vidéo, justement, il y a une question connexe qui est celle que les personnes qui jouent aux jeux vidéo, de plus en plus, ont le choix de ce qu'elles font dans les mondes. C'est des open world où ils décident en fait de tuer cette personne, pas la tuer, enfin, ou d'aller là, pas là. Est-ce qu'on peut imaginer que le jeu vidéo, justement, soit plus ouvert pour que les personnes qui participent puissent décider plus de choses? Et qu'est-ce que ça pourrait impliquer en termes de contrôle de l'institution sur le discours aussi? Alors pour ce qui est d'inviter d'autres utilisateurs ou utilisatrices, on risque de le refaire. On l'a fait, là je vous ai présenté un exemple, on l'a fait à d'autres reprises. Après, il faut bien être conscient aussi du fait que ça reste quand même une minorité de gens engagés à ce point-là en fait. Donc ça c'est un élément à prendre en compte. Pour la suite, c'est peut-être plutôt pour toi, je sais pas. Enfin, en tout cas pour nous, pour ce qui est du musée, pour le moment, je pense qu'on n'en est pas encore là. Voilà, parce que une institution, ça met parfois du temps à intégrer certaines pratiques des visiteurs, des visiteuses, et du coup, on peut être dans quelque chose, oui, c'est ça qui prend du temps en fait. Donc aller jusqu'à remodeler l'exposition, ou en tout cas être l'exposition dont vous êtes le héros, je pense qu'on n'est pas encore là en fait. Mais c'est pas exclu que ça puisse évoluer à l'avenir en fait. Alors, je suis en train d'essayer de remettre tout là-dedans en ordre. Alors, ce qui était intéressant justement dans l'exposition de la Cité des Sciences, c'est que effectivement, il s'appuyait sur le jeu vidéo et la liberté induite par le jeu pour essayer de créer l'exposition. Par exemple, il y avait l'idée qu'il n'y aurait pas de parcours fléché, numéroté, parce que cette exposition, elle a été pensée comme un bac à sable. Donc vraiment comme cette logique de bac à sable dans les expositions où vous avez des mondes ouverts et où vous n'êtes pas dans un couloir linéaire où vous devez aller faire les choses les unes après les autres. Et c'était intéressant parce que déjà du côté de la conception, on voit qu'il y avait une appropriation des muséographes de l'univers du jeu vidéo pour s'offrir une certaine liberté dans l'exposition. Donc il y avait cette idée de bac à sable, il y avait aussi l'idée du boss de fin. Donc on va créer un dispositif où quelque part on se fait plaisir avec une espèce de boss de fin de l'exposition. Ça n'a pas été réalisé, mais il y a aussi l'idée des petits bonus cachés. Est-ce qu'on va faire des petits bonus cachés à l'intérieur de l'exposition? Donc il y avait plein de petites choses comme ça. Après, c'est vrai que la question de la liberté du choix, de
quel rôle les publics ont finalement dans la construction des dispositifs qui leur est proposé. Cette question-là, par contre, il me semble qu'elle reste entière, et c'est une question qui se pose sûrement autant au musée qu'aux jeux vidéo, qui est aussi la question de la représentation des futurs usagers au cours de la conception des technologies, et comment est-ce qu'on les intègre vraiment à ce processus de conception, pas simplement en se les imaginant ou en se représentant soi-même comme un futur usager, mais vraiment en les invitant tout au long du processus de conception, et surtout en prenant en compte leurs remarques, puisque alors ça c'est valable aussi pour le domaine du jeu vidéo et pour le domaine des technologies en général. Quand il y a des études qui sont faites du côté des études d'usagers, on se rend compte que les résultats de ces études sont pas forcément utilisés, parce qu'on considère que finalement, les usagers ne sont pas forcément experts de leur expérience. Donc finalement, quand les résultats confortent, on va les utiliser, mais quand les résultats vont plutôt dire en fait, ça serait bien de penser les technos un peu autrement, de penser le dispositif autrement, là, on ne va pas forcément prendre en considération ces usagers. Donc il me pense que, à mon avis, je pense qu'il y a vraiment un point qui est assez central ici, que ce soit dans les musées ou dans les conceptions, la conception des technos en général, qui est vraiment la prise en compte des usagers, pas une fois que la technologie elle est terminée et qu'elle est proposée, mais vraiment en amont quand on est en train de concevoir les dispositifs. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter là, ou il y a une dernière question ? Ah d'accord, j'avais pas compris. J'ai une question pour vous, Monsieur Sébastien. Quels sont les grands enjeux de la médiation culturelle cette année ? Est-ce qu'une attitude ludique, comme rendre un musée comme un jeu vidéo, pourrait ramener à rapprocher son public des collections des musées et rapprocher la sphère ludique pour pousser les... Enfin, voilà. Ok. Alors, c'est très très large en fait. Hein, quels sont les enjeux de la médiation au musée ? Enfin, c'est très très large. Je crois que c'est à chaque établissement de définir ses propres objectifs. C'est un enjeu spécifique. Enfin, voilà, ça c'est sûr. Il y a la question de la typologie des publics qui en effet a été rappelée en partie par Marion. Il y a cette question de savoir. On sait aujourd'hui que les 18-35 ne sont pas ceux qui viennent le plus au musée, parce que jusqu'à 18, les gens viennent au musée avec en famille, oui, c'est ça, en famille ou avec l'école. Ensuite, à partir de 35, ils reviennent en famille, mais c'est eux qui ont les enfants, en fait, ils sont parents. Et puis bon, après, ils continuent à venir parce qu'ils ont plus de temps. Mais au milieu, voilà, on a un peu de mal. Et donc, du coup, on met en place des systèmes qui sont, par exemple, au musée du Quai Branly, on a mis en place des soirées qui s'appellent les Before, qui sont les soirées plus événementielles, qui ont lieu 4 fois par an, et qui ont une dimension, qui ont pour objectif d'aller toucher des publics un peu plus jeunes, un peu plus branchés, qui viennent pas forcément au musée, etc. Et les études qu'on a menées, donc puisqu'on a aussi étudié ces publics-là, nous ont amené à découvrir qu'en fait, les publics des Before ne viennent pas forcément le reste du temps. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont assez fans des Before. Les Before sont toujours des thématiques sur les expos. Donc par exemple, le prochain aura lieu dans 2 semaines et il est autour de l'exposition Afrique des routes. Donc ça va être sur l'Afrique. Donc il y aura un DJ africain, il y aura de la musique de différentes parties d'Afrique, il y aura de la nourriture africaine et on pourra visiter l'expo, etc. Et voilà, il y a tout un enjeu, un dispositif plutôt ludique ou plutôt décalé, festif, voilà, tout à fait, pour découvrir l'expo. Mais on sait que ces gens-là ne viennent pas forcément le reste du temps. Alors qu'ils vont venir systématiquement à tous les Before parce qu'ils savent que c'est une ambiance fun et que ça leur plaît, et que ça leur plaît de découvrir le musée sous cet angle-là. Mais c'est pas forcément pour ça qu'ils reviendront le reste du temps. Bon, c'est pas tout, hein, mais une partie de ces publics-là, on sait qu'ils ne reviennent pas. Après, pour votre question de ludique peut faire venir plus les gens au musée, je ne peux pas forcément me prononcer. En fait, je crois que les exemples qu'on a cités, Marion et moi, et puis même les exemples qu'on peut trouver assez facilement, montrent qu'en effet, il y a une volonté de la part des institutions d'aller vers des publics qui jouent, que ce soit en leur proposant du jeu ou en leur proposant des trucs sur le jeu. Mais au final, moi, je ne peux pas du tout vous dire de ma position, je peux pas vous dire si ça marche et de quelle manière ça marche, en fait. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à vous d'être venus. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et merci à la BPI d'avoir accueilli cette table ronde.
Alors juste, moi aussi je continue les remerciements, ce sera comme ça la vraie soirée César. Donc je remercie très chaleureusement nos 4 intervenants, donc Marion Coville, Sébastien Magro, Fabien Prioville et Karine Schlageter qui a animé ce soir. J'ajoute que je remercie aussi Maxime Servul, qui est le conseiller scientifique du cycle, qui nous a aidé à toute la conception des différentes tables rondes. Je remercie nos techniciens qui ont enregistré, entre autres, et éclairé ce soir. Donc vous retrouverez la captation d'ici une dizaine de jours sur la web TV de la BPI. Et je vous invite tous à revenir pour la prochaine table ronde le lundi 6 mars, intitulée « Qu'à l'avenir pour les institutions culturelles ». Et nous recevrons Serge Lasvigne, donc le président du Centre Pompidou, et Didier Fusilier, le président de la Grande Halle de la Villette. Voilà, merci à tous et bonsoir.